tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leur motivation, leurs réussites ou leurs échecs. Et on évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport, avec toujours le Berry comme point commun. J'ai le plaisir de recevoir Agnès Devilliers, coach en développement professionnel. Rêvant d'équitation depuis toute petite, les aléas de la vie vont plutôt conduire Agnès à découvrir d'autres horizons et notamment la formation pour adultes. C'est, selon ses mots, une révélation. Puis ce sont les éditions Bayard où elle continue à apprendre pour finalement se former pendant 3 ans au coaching. Ce sera sa vocation, intervenir en entreprise pour dénouer les nœuds de la communication. On a parlé d'équitation, de PNL, de totem et de coaching, mais on a évoqué aussi Poppy, les poètes disparus, Paul Pironnet et les girafes. Merci au village Baïséa pour leur accueil. Je vous embarque à la découverte d'Agnès Devilliers, une coach qui a le sourire. Goodberry, c'est parti. Bonjour Agnès. Bonjour Stéphane. Je suis ravi de te rencontrer. Moi aussi. On ne se connaît pas. Ma première impression, c'est que tu es quelqu'un qui paraît très ouverte aux autres. Ça a toujours été le cas ? Je sais pas, moi je suis touchée que tu dises ça, c'est plutôt chouette parce que c'est un peu comme ça que j'occupe ma vie, à être ouverte aux autres. Alors quand tu dis ouverte, moi c'est plutôt en découverte. Ouais. Et je crois que ça, être en découverte des autres, c'est depuis toute petite. J'ai toujours été contemplative, au grand désespoir peut-être de mes profs à l'école, mais j'ai passé mon temps à observer, ça vraiment, ouais. Quand tu dis contemplative ? Contemplative, c'est que je suis tout à fait capable d'être juste en observation de ce qui se passe. Très souvent dans un groupe, tu sais, tu as des gens qui sont très actifs, très acteurs. Par mon métier, je le suis, mais dans ma personnalité à moi, ouais, carrément, je peux tout à fait m'asseoir et observer ce qui se passe, sans en attendre rien. Mais ça, je crois que je l'ai cultivé depuis que je suis enfant. Et c'est ça, je crois, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une vraie acuité à observer les gens, ce qui se passe, les enjeux, comment ils se sentent, quel est leur point de vue, c'est quoi leur univers. Enfin voilà, moi ça, j'adore me balader là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui m'est propre. Et pour une société qui vont à 100 à l'heure, c'est pas compliqué d'être contemplatif ? Eh ben, c'est là où on est tous duels, c'est-à-dire qu'en même temps, dans ma pratique, dans mon métier, je pense qu'on me renvoie aussi l'image que je peux être une tornade. Je navigue beaucoup entre des moments de grande activité, d'énergie dépensée, mise à disposition, ouais. Et des moments où, peut-être ce qui précède la tornade ou ce qui vient après, où là, effectivement, je suis dans une position d'observation calme, posée, sans que rien ne se passe. Ouais. D'accord. Et outre cette contemplation quand tu es petite, comment tu décrirais ta jeunesse ? Bah écoute, moi j'étais une enfant très solitaire. Je voulais être berger quand j'étais petite. Je suis née à Paris, donc c'est pas logique de vouloir être berger quand je suis toute petite à Paris. Je sais pas d'où était venue cette idée vraiment sincèrement. Et ma mère me disait très souvent ça. Rappelle-toi, quand tu étais petite, tu voulais être berger. Et je pense que cette notion de contemplation, elle venait de là. Et c'est marrant que je l'ai gardée. On garde pas beaucoup de souvenirs de son enfance. Moi, je me souviens pas de tout ce qu'on m'a dit. Et donc j'étais une enfant très calme, très très effacée, très discrète. Et je pense que j'observais beaucoup. Donc ça, voilà, c'était un parcours qui m'a accompagnée. Et après, j'ai eu deux grands moments. Un moment très joyeux, c'est ma rencontre avec les chevaux et l'équitation quand j'étais très jeune, qui m'a permis de me révéler vraiment. Voilà, vraiment, j'ai pratiqué l'équitation pendant plus de 30 ans et ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans ma vie. Et puis après, ça a été aussi le fait que je ne voulais pas faire quelque chose. Tu sais, quand on est gamin, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Eh ben moi, j'en savais rien et j'ai 55 ans aujourd'hui. Donc, pour ma génération, c'était pas commun. On n'avait pas trop le droit de répondre on verra, le métier que je ferai plus tard n'existe pas aujourd'hui. Là, tout ce que j'ai pu dire à mes enfants, ma génération à moi, on n'a pas entendu ça. Alors, le souvenir que j'ai de mon enfance, c'est d'avoir vécu un peu en décalage, de me dire, mais moi, votre truc là, c'est pas ma vie. Moi, je ne m'y retrouvais pas du tout. Enfin, très clairement, j'ai eu un sentiment de décalage très long parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Ça ne s'appelait pas un métier. Les filières me plaisaient pas. Alors, les chevaux ont comblé tout ça, beaucoup. Je me suis beaucoup investie au grand désespoir de mes parents. Mes notes étaient totalement corrélées au nombre de compétitions que j'avais à faire dans la semaine et des championnats que je courais. Donc, j'étais pas du tout investie dans le monde scolaire, mais très investie dans l'équitation, jusqu'à ce que, à un moment, il fallait faire des choix et avoir un métier, quoi. Donc là, j'ai atterri dans le monde des grandes personnes, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui te plaisait dans l'équitation ? Avant tout, les chevaux. Tu vois, dans mon côté observatrice,
Les chevaux, t'es obligé d'être authentique. Voilà. Moi, je travaillais beaucoup à pied. À l'époque, ça se faisait pas beaucoup non plus. Les chuchoteurs, etc. C'est arrivé plus tard. C'est quoi ? Les chuchoteurs, ce sont les gens qui travaillent sur de l'éthologie, qui étudient beaucoup le comportement du cheval avant de commencer à le solliciter, à lui demander des choses. Et moi, j'étais beaucoup dans cette approche-là. J'ai eu la chance d'avoir appris avec des grands cavaliers qui étaient très en avance pour leur époque. Et ça remplissait mes journées, mes pensées. Voilà, c'était quelque chose qui m'aidait. Mais parce que j'ai commencé ma vie à me construire, à savoir qui j'étais, parce qu'encore une fois, j'avais pas trop de réponses. J'étais une enfant qui se posait beaucoup de questions et j'avais pas de réponses. Donc ça m'a aidé. Donc l'équitation, ça m'a aidé à me connaître, ça m'a aidé à être un petit peu plus compétitive. Voilà, parce que ça, c'est pas mon tempérament non plus. Mais il fallait bien. Moi, j'étais contente quand j'avais fait ce que j'appelais un bon tour. Mais on me disait, oui, mais t'es pas sur le podium. Mais j'ai fait un bon tour. Donc ça m'a appris la compétition un peu, à me bouger un peu les fesses et à dépasser un peu ce que j'étais capable de faire. Et j'en ai gardé plein de choses, en fait, de cette pratique-là et de ce rapport à l'animal qui est un animal sublime. Enfin, les chevaux, ça reste pour moi une admiration sans borne. Voilà. Donc ça m'a apporté tout ça, ça m'a guidée pendant, ça fait une dizaine d'années que j'ai arrêté de monter à cheval, mais ça reste encore une passion pour moi. En tout cas, les chevaux, plus que l'équitation aujourd'hui. La compétition, ça t'apprend l'échec ? Ouais, ça t'apprend à relativiser l'échec, pour moi. Et ce qui était intéressant, c'est que dans ce duo cheval-cavalier, moi, très tôt, on m'a interdit de dire c'est de la faute du cheval. Donc ça m'a appris très vite à me remettre en question. Et c'était terrible de constater qu'ils avaient raison, tu vois, quand ils te disaient... moi, je trouvais que quand même... t'apprends la mauvaise foi un peu d'abord. Le premier réflexe, c'est d'être un peu de mauvaise foi. Puis après, on me disait non, qu'est-ce que t'as fait ? Donc c'est vrai que ça oblige à apprendre très très vite à analyser ce que tu fais. Ça m'a développé aussi mon esprit d'analyse. Donc pourquoi j'ai pris cette décision-là à ce moment-là ? Si j'en avais pris une autre, qu'est-ce qui se serait passé ? Et ça m'a appris beaucoup la gestion de mes émotions. Parce que les chevaux sont aussi des animaux très empathiques. Et très souvent, quand je disais que mon cheval était stressé, je pense qu'il y répondait au mien. Ouais, très simplement. Donc voilà, ça m'a appris tout ça, et bien plus de choses encore. Mais ouais, puis c'est d'abord un combat entre soi et soi, la compétition. Ça, j'ai appris ça aussi. C'est qu'on ne se bat pas contre les autres. Pour être le premier, il faut être meilleur que les autres. Et donc, être meilleur que les autres, il faut travailler pour soi et sur soi pour aller plus loin. C'est un long cheminement d'apprentissage. Tu veux en faire ton métier ? Quand j'étais une jeune cavalière pleine de rêves, oui, bien sûr. Mais mon idée, c'était, je vais en faire mon métier. Et là, j'ai eu la chance aussi d'être accompagnée de gens plus malins que moi et plus âgés que moi, qui me disaient, gagne bien ta vie, tu auras les moyens de pratiquer ton sport de la façon la meilleure qui soit. Alors que si tu en fais ton métier, tu vas rien gagner sur des métiers où on gagne pas d'argent, c'est très dur. Et tu vas te mettre en danger. Alors, j'ai pas écouté tous les conseils parce que j'ai quand même un petit peu essayé de me dire, allez, fais voir et tout. Ça m'a coûté une fortune, j'ai vite compris. Donc, non. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis de côté très, très vite, très jeune, en me disant, non, ce sera pas jouable. Mais je reste une passionnée. Quand tu dis, j'entre dans le monde des adultes, donc après tes études, ça se passe comment les études ? Ça se passe que les chevaux restent ma priorité. Donc, si tu veux, je choisis des cursus où j'ai pas beaucoup d'heures de cours, où je brille plus par mon absence que par mon implication, très clairement. C'est quel cursus ? J'avais choisi psycho pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait. Et en fait, à cette époque-là, on a vécu un tsunami. Mes parents ont à l'époque perdu leur job. Ils étaient tous les deux dans la même entreprise pour laquelle ils ont bossé pendant 30 ans, où il n'était question que de ça, ce qui a un impact très important aujourd'hui sur mon rapport à l'entreprise. Et mon père a pris une décision. Ils ont repris une affaire, une concession Peugeot. De la marque Peugeot. Et à l'époque, Peugeot lançait son école de formation au management. Sans me demander mon avis, il m'a chopé par les couettes et il m'a dit, voilà, bienvenue dans le monde des adultes, tu es inscrite, tu commences au mois de janvier à Mérignac, à côté de Bordeaux, et le cursus durait 18 mois. Et on vendait mon cheval et on arrivait dans le monde des adultes. Donc ça a été cataclysmique parce que eux-mêmes avaient vécu un cataclysme. Quand tu fais partie des charrettes des années 80, ils étaient cadres tous les deux, hyper investis. Ils ont perdu leur job. Ça a été un cataclysme. Donc dans ce cataclysme-là, si tu veux, il y avait moi avec mes rêves, machin. Je pense que mes parents se sont dit allez, ça suffit. Voilà. Et je leur en suis très reconnaissante aujourd'hui parce que j'ai découvert la formation pour les adultes. Et alors même que je me sentais très immature, dans ce cursus, on m'a appris que j'avais des dons,
que j'étais douée pour plein de choses, que j'avais des compétences, etc. Ce que je n'avais jamais entendu dans mon parcours scolaire. Donc la formation pour adultes a été une première révélation pour moi à ce moment-là. Et chez Peugeot à l'époque, ils avaient les moyens, donc on m'a formée. J'ai fait un master en PNL, j'ai fait un master en analyse transactionnelle. On a été formés par des très très grands, Paul Perronnet pour la PNL, c'était très innovant, hein. On est dans les années 90 à peine. Et je savais que je vendrais jamais une voiture, parce que ça, je savais que je saurais pas faire ça. Mais il m'avait dit non, tu vas rester avec nous au service formation, parce que là vraiment, on sent que tu as ta place. Et donc ça a été une vraie révélation, c'est-à-dire que je quittais un monde où je me sentais en décalage, parce que je me sentais pas mature comme on attendait que je le sois. Et paradoxalement, c'est en découvrant des adultes qu'on m'a renvoyé ce que je pouvais moi être comme adulte. Et ça a été, je pense que ça m'a un peu sauvée d'une errance dans laquelle je me lançais, parce que je savais pas ce que je voulais, je savais pas ce que je voulais faire. Enfin, c'était pas une super époque pour moi. À cette époque-là, c'était pas la joie. Hein. Pourtant, c'était mes 20 ans, etc. Mais pour moi, c'était pas la joie. Voilà, c'était une époque où mes parents vivaient quelque chose de très dur, moi aussi. Et donc ça m'a vraiment mis sur la voie de quelque chose et que j'ai jamais lâché depuis. Quand tu découvres la PNL, qu'est-ce qui te surprend plus ? Alors moi, j'ai découvert une planète. Hein. Vraiment, j'ai découvert une planète. J'ai découvert qu'on était tous capables. Et ça, c'est quelque chose que j'entendais pas à l'école. Hein. On est très noté sur les 3 points qui te manquent, etc. Donc cette planète-là, elle a été d'abord, la planète de la bienveillance, parce qu'il n'y avait pas de jugement. C'est-à-dire qu'on explorait le potentiel de chacun en partant de l'idée qu'on a tous du potentiel. Et ça a été une révélation pour moi. Parce que d'un coup, je me disais, il faut juste que je trouve mon potentiel, donc il existe. Et quand je vais l'avoir trouvé, je vais pouvoir l'explorer et l'exploiter. Et ça a été un chemin de vie de fou. Enfin, ça m'a ouvert les portes de tout. Enfin, je me suis révélée, vraiment. Alors, sans jeu de mots, parce qu'aujourd'hui on dit beaucoup révéler, machin. Voilà, sans être lyrique, sans être s'évaporer là. Mais pour moi, ça a été cette construction que je cherchais. Je la cherchais à l'extérieur de moi. Je l'ai trouvée à l'intérieur. Et je me suis dit, waouh, là, il y a un truc qui se passe, c'est trop bien. Et ça a été le début, en tout cas pour moi, d'une découverte qui n'en finit jamais d'ailleurs. Hein. Il y a des gens qui te marquent à cette époque ? Paul Perronnet, hein, un des fondateurs de la PNL en France, voilà, un type qui est hyper généreux, modeste. En plus, il commençait, je te parle de ça, on est en 89, 88, 89. Il te reste toujours des notions ou des phrases ou des discours qui te restent ? Oui. Alors, il y en a une que je lui prends régulièrement, c'est objectif flou, connerie précise. J'adorais quand il disait ça, parce que d'abord, à l'époque, il disait un gros mot. Je me disais, mon Dieu, tu sais, tu sortais de ton idée que les profs sont machin. Je le voyais très comme un prof et lui, il me voyait comme une adulte et il formait des groupes, etc. Donc, ça m'a marqué aussi. De se dire, c'est vrai que si on ne sait pas où on va pas trouver. Donc, voilà, je suis passée de l'errance à la recherche. Pour moi, c'était vraiment ça. Et ça, la PNL, ça m'a, y compris la boussole du langage, toute cette notion qui donnait un cap et qui nous autorisait à chercher ce cap sans être dans une errance, mais dans une recherche. C'est que des mots, peut-être maintenant, mais à l'époque, moi, ça m'a hyper marqué. Tu rentres chez Peugeot et tu restes combien de temps ? Je suis restée 2 ans. C'est court. Oui, c'est court parce que en fait, je suis arrivée au moment où ils avaient beaucoup d'argent et donc ils nous ont offert ces 2 années de formation. Et au bout de 2 ans, ils ont dit, en fait, le service de formation va fermer. Donc, on était avenue de la Grande Armée à Paris. Et ils disaient, du coup, voilà, on a des postes dans les concessions. Mais je me dis, quelle horreur. On va me demander de vendre des voitures. Mais il n'est pas question de ça. Moi, je veux bien vendre une voiture si le monsieur vient, il me dit, je veux celle-ci, que je lui offre celle-ci, ça me va. Par contre, s'il faut que je commence à lui vendre la grise parce qu'on est en stock, moi, ça, je sais pas faire. Donc, vendre, c'était pas mon truc. Et puis, à l'époque, mes parents partaient se réparer dans le Berry. Et là, je me suis dit, trop bien, je pourrais peut-être mettre mes chevaux dans le Berry. Dis donc, ce serait chouette cette histoire. Donc, je pouvais renouer à quelque chose. Et d'aller vendre des voitures, c'était pas envisageable pour moi. Puis, honnêtement, voilà, je l'avais jamais envisagé d'ailleurs. Puis, c'était clair quand je bossais. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, non, je vais faire un petit virage. Et je suis pas allée très loin. Je suis allée rue Bayard pour les éditions Bayard Jeunesse. Où je me suis dit, là, eux pouvaient commencer déjà à me faire bosser. On était encore sur de la pédagogie, sur de l'accompagnement. Donc, je me suis dit, non, je vais faire un virage et je vais plutôt aller chez Bayard. Je serai mieux. Et voilà. Et chez Bayard, par contre, j'y suis restée longtemps. Je ne sais plus, 7, 8 ans, 9 ans, je crois. Voilà. Puis, entre-temps, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants. Et donc, voilà, j'ai continué à me dire, alors, OK, Bayard, Poppy, Pomme d'Api, toutes ces revues. La pédagogie à destination des enfants. La parentalité, comment on accompagne ses enfants. Donc pour moi, si tu veux, ça faisait un peu le lien
avec ce que j'avais appris finalement, la PNL, l'analyse transactionnelle, c'est quoi communiquer, c'est quoi la croissance, c'est quoi grandir. Moi, je découvrais tout ça et je continuais à me former. Je devenais maman en même temps, donc c'était plutôt chouette parce que Poppy, moi, il a accompagné mes enfants, donc c'était bien. Et à ce moment-là, je mettais ma vie personnelle vraiment en priorité. D'accord. Tu faisais de la rédaction ? Ouais, je faisais un peu de rédaction et puis après on allait surtout rencontrer, je me rappelle, des crèches, des écoles pour proposer des abonnements et regarder comment ça se passe, comment vous l'utilisez, c'est quoi, etc., etc. Donc ça c'est à Paris ? Ça c'était à Paris, ouais. Donc je faisais le trajet entre Paris et Levroux où j'habitais à l'époque. Donc voilà, je suis arrivée dans le Berry par mon mari en fait. Quand mes parents se sont installés dans le Berry pour leur retraite, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari. Donc j'avais d'un seul coup mes valises posées dans le Berry, quoi. Et quand on est parisienne et qu'on arrive à Levroux ? C'était difficile. Alors, il y avait d'un seul coup l'engouement pour l'espace et y mettre mes chevaux. Ça, vraiment, pour moi, c'était une opportunité extraordinaire. Après, c'est toute une vie sociale et un tissu social à reconstruire qui n'est pas simple. Parce que je crois que je suis restée parisienne. Tu vois, ça fait 30 ans que j'habite dans le Berry, mais je suis restée parisienne dans mes attentes, dans mes demandes. C'est-à-dire beaucoup d'animation. Moi, je suis contente quand il y a du monde partout. Je suis contente quand ça bouge, qu'il y ait du bruit. Donc, j'ai besoin de cette agitation, etc. Donc, j'ai de la chance. Mon métier me fait que je retourne à Paris très régulièrement. Donc, voilà, j'ai besoin des deux quand même. Voilà, le calme du Berry, la nature, la tranquillité. Tu sais, c'est cette dualité dont je te parlais tout à l'heure entre mon côté contemplatif et mon côté hyperactif. Je pense que ça nourrit ça. Mmh. Donc voilà. Donc mon arrivée dans le Berry, c'était à un moment, encore une fois, où mes parents prenaient leur retraite, où ils venaient lécher leur plaie un peu là. Donc Berry, terre d'accueil, terre nourricière, un peu dans l'idée de mes parents. Mmh. Mais j'étais encore très jeune, donc je savais pas si c'était définitif, pour être honnête. Voilà, je me suis un peu laissée porter par ça. Ok. Tu sais pourquoi ils choisissent le Berry ? Ouais, parce que ma mère, pendant la guerre à Paris, les enfants n'avaient pas à manger. Et ma grand-mère avait 5 enfants, ma mère avait des frères et sœurs. Et elle a envoyé ma mère et 2 de ses frères dans le Berry pendant la guerre, parce que dans le Berry, il y avait à manger. Okay. Et ma mère était à Sainte-Lisaigne. D'accord. Donc, il y avait plein de gamins parisiens qui ont été placés dans le Berry pour pouvoir avoir à manger. Et ma mère avait gardé un souvenir du Berry comme une terre nourricière, comme quelque chose qui lui rappelait cette bonne période. Et je crois qu'on a des cousins. Alors, mon arbre généalogique n'est pas très clair, mais on a quelques cousins aussi qui sont passés par le Berry. Et donc, ma mère avait dit à la retraite, on va aller se reposer là, parce qu'ils étaient épuisés tous les deux, quoi. D'accord. De cette période chez Bayard, qu'est-ce que tu en retiens ? J'en retiens les premiers éléments de ce qu'on appellerait aujourd'hui le travail à temps partagé, parce que on avait le luxe de pouvoir ne pas être présent. Je naviguais beaucoup dans les écoles et je retiens ça, la modernité du travail de chez Bayard que j'ai apprécié beaucoup. Les premiers éléments de ce qu'on appellera aujourd'hui l'intelligence collective, c'est-à-dire que chacun était considéré vraiment, c'est-à-dire qu'ils avaient des retours d'expérience très importants dans telle école du fin fond du Cher, qu'est-ce qu'ils ont pensé d'eux, et ça avait une importance. Donc ça, moi, j'ai retenu ça. J'ai retenu que c'était une entreprise dans laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, parce qu'on était très libre. Tout en étant libre, on était écouté. Donc ça, j'ai adoré. J'ai adoré la pédagogie qui était portée par les différentes revues. Voilà, pourquoi est-ce qu'on met des blagues à la fin de la Strapi ? Pourquoi est-ce que l'humour pour les enfants, c'est important ? C'est tout bête, mais plein de choses comme ça. Pourquoi on met des blagues à la fin de la Strapi ? Pour apprendre aux enfants qu'on peut apprendre sans être sérieux. Ça me parlait beaucoup. Ça me parlait beaucoup. Et chaque magazine avait sa propre identité. Et on nous expliquait pourquoi et à quoi ça correspondait chez l'enfant, ce qu'on souhaitait éveiller chez lui. Et ça, moi, je découvrais. C'est quand tu lis un livre pour enfants et que même quand tu es adulte, tu lis une histoire. Et quand tu as la chance qu'on t'explique pourquoi cette histoire, à un moment, le héros, il est tout petit, pourquoi dans l'histoire, il grandit parce qu'il prend plus de place dans l'imaginaire de l'enfant. Moi, j'apprenais, je me disais, waouh, ça c'est un truc de fou, vraiment. Et donc, je le partageais avec mes enfants qui, en plus, étaient synchronisés, enfin, étaient dans ces âges-là. Donc, j'avais encore plus de chance. Ton histoire préférée ? Alors, je l'ai gardée. C'est une histoire de Marie-Aude Muraille dans un des. Ça s'appelait à l'époque Je bouquine. J'ai découvert Marie-Aude Muraille, je ne me rappelle plus du titre, mais je vois la couverture. Et une autre que j'ai gardée qui s'appelait François le fermier. Voilà, je les ai gardés. Mes enfants se moquent de moi, mais je les ai encore. Eux les ont mis de côté, moi je les ai gardés, ça appartient. Et la morale de l'histoire ? La morale de l'histoire, alors dans l'histoire de Marie-Aude Muraille, c'était qu'on est plus fort à plusieurs,
parce que c'est un petit garçon qui se sentait seul, qui n'arrivait pas à être en communication avec les autres, et jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que c'est parce qu'il s'aimait pas lui et que les autres pouvaient pas l'aimer. Et moi, je pleurais comme une madeleine en lisant ça. Mes enfants me disaient, mais enfin, maman, enfin, voilà. Et moi, je trouve ça très touchant. Et François le fermier, je sais plus trop, il achetait un chapeau de fleurs pour sa femme, et il mangeait des cornichons. Et c'était, je sais pas pourquoi, avec mes enfants, c'était drôle. Et les illustrations étaient très jolies. Et c'est un bon moment avec mes enfants. Plus que l'histoire, c'était le moment qu'on a passé avec mes enfants qui était drôle. Et après Bayard? Après Bayard, j'ai commencé, donc j'ai eu ma congé parental, au cours duquel je me suis dit que j'allais approfondir mes connaissances en développement personnel. À l'époque, ça s'appelait développement perso. J'ai mis à profit ce temps-là pour aller me former, découvrir le coaching qui émergeait en France sous l'impulsion de la Fédération francophone de coaching, donc très inspirée des anglo-saxons et des américains. Et je me suis dit, je vais prendre un congé parental de 3 ans, parce que mes enfants ont 17 mois d'écart. Et que je pouvais pas faire de trajet. Enfin bon, voilà, j'étais dans le Berry. Je me dis bon là, il faut que je fasse un truc. Voilà. Donc pendant 3 ans, je me suis formée au coaching. J'ai approfondi aussi la gestion du stress et la prévention des risques psychosociaux. Voilà. Donc je me suis remise à mes études à ce moment-là vraiment. Et là cette fois avec un regard d'adulte et des attentes. Et ensuite, en discutant autour de moi, on a commencé à me dire Agnès, tiens là, on a un sujet. Tu faudrait que tu viennes nous en parler. Ok. Vous en parlez, c'est-à-dire peut-être nous former sur le sujet. Des entreprises? Ouais, parce que j'avais des copains qui avaient des entreprises ou voilà, des gens que je connaissais dans notre réseau d'amis qui me disaient tiens, il faudrait que tu viennes. Et chemin faisant, de fil en aiguille, je me suis dit ok, en fait, donc ça va être ça mon métier. Donc j'ai commencé comme ça, un peu en papillonnant, quoi, en me disant vous avez ça, il vous arrive ça, attends, on va réfléchir ensemble. Alors, à quoi ça va ressembler? Écoute, on pourrait faire ça. Voilà, donc j'ai mis à profit ces 3 ans de congé parental. 1 pour me former et 2 pour me dire mais en fait ça va être mon métier, mais sans plan de carrière aucun, sans me dire je vais monter une boîte, machin. C'est pas du tout ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai choisi un statut d'indépendant qui était important pour moi aussi, parce que je pouvais engranger de la connaissance, je pouvais réorienter mes prestations et je pouvais m'adapter à ce qu'on allait me demander. Et pour moi ça c'était important. Et c'est parti comme ça en fait. Comment tu définis le coaching? C'est un mot qui finit par que je finis par avoir en horreur. Alors je suis très triste qu'on n'ait pas un mot français pour le définir, parce que déjà, alors après il faut rendre à César ce qui arrive à César. Ça nous vient quand même des États-Unis, où c'est tout à fait ok là-dessus. Pour moi, le coaching, c'est vraiment une façon d'accompagner les gens. C'est de l'accompagnement. Donc si on redéfinissait accompagnement, accompagner quelqu'un, c'est être à ses côtés vers quelque chose. Ça, ce serait déjà bien. Mais on ne peut pas dire ça. C'est trop long. Mais pour moi, avec la pratique et le recul, c'est carrément ça. Qu'est-ce que les entreprises te demandent? Quel est l'objectif quand ils font appel à toi? En fait, quand ils font appel à moi, c'est qu'ils ont déjà essayé plein de choses qui ne fonctionnent pas et qui se disent ça, on n'a pas essayé, on va le faire. Il y a encore une énorme méconnaissance sur ce qu'est le coaching en France et ce que ça peut apporter. Ce qui m'attriste, parce que je me dis, ça fait quand même 30 ans que ça existe, il faudrait peut-être qu'on soit un peu plus pédagogue à définir ce à quoi ça correspond. Donc très souvent, c'est face à une problématique très interne, avec souvent une implication de désengagement des collaborateurs, une impossibilité à se développer quand ils sont face à un mur. En fait, très souvent, c'est ça. Ils ont essayé de former, donc on a apporté de la connaissance, on a fait du retour d'expérience, on a analysé ce qu'on a mis en œuvre et on constate que ça ne fonctionne pas. Et là, en général, donc, quand ils sont au bout du scotch, là, ils se disent peut-être que le coaching peut nous être utile. Et moi, ça m'attriste un peu parce que je me dis, en fait, on pourrait tout à fait agir en amont. Ça, c'est mon job à moi, de faire de la pédagogie auprès des entreprises, que je fais encore beaucoup aujourd'hui, en se disant, mais très tôt, on pourrait intégrer le coaching dans vos démarches. Ce que les startups ont beaucoup intégré et très bien compris, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'ai proposé de venir ici. Il y a énormément de startups. Le coaching, aujourd'hui, fait complètement partie du monde des startups. Et c'est dommage que sur des entreprises dites plus classiques, on n'y pense pas plus tôt. Est-ce que le problème du coaching, c'est pas un problème de temps à donner aux collaborateurs? Ouais, alors déjà, il y a une première erreur qu'on a fait, nous, en tant que coach professionnel, c'est qu'on l'a terriblement proposé comme étant une solution avec des résultats rapides. Bon, on n'a packagé ça. Alors forcément, aujourd'hui, on nous prend pour des pompiers. On s'est créé notre tort tout seul. Et alors, le temps que les entreprises peuvent allouer à leurs collaborateurs pour avancer, on perd beaucoup plus de temps à essayer de résoudre des problèmes avec de mauvais outils que de temps à consacrer avec de bons outils et des pratiques qui marchent. Donc pour moi, c'est un faux débat. Le temps, on n'en a jamais assez, personne. Pour moi, c'est un faux débat. C'est-à-dire qu'on passe plus de temps à avoir des mauvaises stratégies que de temps à prendre du recul
Et enfin, de choisir la bonne stratégie. On est gagnant en termes de temps, là toujours. Pour moi, c'est une évidence. Donc ce qui reste à faire, c'est beaucoup de pédagogie sur c'est quoi un coach et c'est quoi le coaching. C'est un métier qui est non réglementé. Donc aujourd'hui, sur la boîte de Nesquik, il y a marqué c'est mon coach nutrition. Hein. C'est une boîte de chocolat en poudre. Hein. Alors il y a autant de coachs qu'il y a de personnes qui pratiquent le coaching. Donc à nous d'essayer d'être plus clair sur ce qu'on est capable d'apporter. Et le coaching, il est forcément individuel ou il peut être par équipe ? Il est très collectif. Moi, je travaille beaucoup sur le collectif parce qu'il y a plus d'idées dans 10 têtes que dans une, déjà, ça c'est sûr. Et qu'en entreprise, quand on dysfonctionne, c'est très souvent parce qu'on fonctionne en silo. Et de fait, je trouve que justement, casser les barrières et recréer du collectif, faire de l'intelligence collective, le coaching a les outils pour ça et ça fonctionne très bien. Et donc, j'imagine que quand tu interviens en entreprise, tous les gens qui sont autour de la table ne sont pas forcément heureux d'être là. Quel est le discours ? C'est toute la magie pour moi de la rencontre et j'ai ce que j'appelle moi des outils, c'est-à-dire que je les mets en situation d'aisance, c'est-à-dire je les mets dans les situations, je crée un vivier, un terreau fertile pour qu'ils soient contents d'être là. C'est-à-dire que déjà, on les laisse, enfin moi je les laisse pas s'asseoir où ils veulent, on crée tout de suite de la dynamique. Moi je passe beaucoup par le jeu. C'est pour ça que j'ai des girafes partout. J'arrive avec des pluches, j'arrive avec des cartes. Je les mets tout de suite à l'envers, émotionnellement, et on casse tout de suite la hiérarchie, on casse tout de suite ce avec quoi on est venu, et on se met tout de suite dans une dynamique d'action. Par contre, ça dépend de ton profil, parce que si t'es pas très joueur... Justement, pour moi, ça révèle aussi plein de choses. Donc c'est dans ma façon d'être, dans ma bienveillance, c'est ça m'appartient, c'est mon rôle, de faire en sorte que les gens lèvent leurs réticences et leurs barrières. Mais ils ont peur quand on leur dit ça dysfonctionne et qu'on vous a mandaté une coach et vous allez... Mais c'est une horreur. C'est une horreur. Enfin, comment voulez-vous qu'ils soient contents ? Enfin, tu peux pas venir... Voilà. Donc ça aussi, en amont, je fais beaucoup de pédagogie avec les entreprises avec lesquelles je bosse en leur disant, attendez, on va d'abord leur expliquer à quoi ça va servir et ce qu'on en attend pour éviter justement d'arriver, attention, bon. Et moi, après, lorsque je les accueille, c'est là où tout se joue. C'est dans cette prise de contact. Donc mon rôle à moi, il est d'être éminemment bienveillante, d'être éminemment pédagogue pour faire en sorte qu'ils lâchent leur réticence, leur résistance le plus vite possible pour qu'on puisse travailler. Et pour ça, c'est pour ça que je te dis, il y a autant de coachs qu'il y a de personnes. Chacun de nous fait avec son identité, avec sa façon d'être. Moi, je passe beaucoup par le jeu. Et souvent, j'ai le souvenir, quand je débarque avec ma girafe en peluche et mes cartes avec des oiseaux, j'adore le moment où je lis l'incrédulité dans le regard de ceux qui étaient venus en se disant c'est quoi cette connerie, mais c'est quoi ce truc quoi. Ouais, mais quand tu penses c'est quoi cette connerie, c'est quoi ce truc, moi ça m'intéresse parce que ça veut dire que là tu te mets une protection. De quoi t'as peur? Donc et c'est après voilà, une fois que ça s'est passé, je préfère qu'ils aient peur de ma girafe en peluche que peur de travailler avec moi. Donc une fois qu'on a passé ça, je leur explique ce que ça va faire, pourquoi on est ensemble. On ne fait pas du tout ce fameux tour de table épouvantable où chacun se présente et se met dans sa position, et ça, c'est inintéressant à souhait. Mais plutôt, je les mets tout de suite à travailler ensemble. C'est là où, pour moi, il y a un vrai travail à faire. Il faut arrêter les tours de table où chacun se présente. C'est anti-production. Enfin, c'est c'est contre-productif, pardon. C'est contre-productif. Chacun se présente dans sa fonction, dans ses attentes et dans ce qu'il est, dans ce qu'il croit être. Ça n'a aucun intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de les mettre tout de suite en action, de les mettre en trio, de les mettre en binôme, et de dire qu'est-ce que vous avez appris les uns des autres. Qu'est-ce qui a émergé de ce premier jeu de cartes? Vous avez choisi des cartes. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, je te dis n'importe quoi, la Tour Eiffel? Ça évoque quoi? Ben ça me parle plus de toi que si tu me dis bonjour, je m'appelle Michel, je suis chef de service depuis 20 ans. Mais je m'en fous, Michel, que tu sois chef de service depuis 20 ans. C'est pas ce que j'attends de toi aujourd'hui. Ce que j'attends de toi, c'est qu'est-ce que tu attends de ton équipe, c'est qu'est-ce qui pose problème, quels sont les... Encore une fois, pour moi, c'est d'aller à la pêche à leurs ressources. 1, soupçonner 2. Moi, c'est une pédagogie que j'ai beaucoup développée. Alors, j'ai rien inventé, hein. C'est de la ludopédagogie, c'est du coaching par le jeu, vraiment. Hein, voilà, pour être clair, c'est ça. Je me suis beaucoup formée là-dessus, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait de recherche là-dessus, parce qu'aujourd'hui, je suis sûre que c'est vraiment la valeur ajoutée d'un coaching qui permet aux gens justement de très très vite lever les barrières, lever les plafonds de verre et collaborer. Et là, on gagne du temps. Et quel est l'objectif de la girafe? La girafe, c'est le symbole de la communication non violente. Donc Marshall Rosenberg qui a théorisé tout ce principe, donc à l'époque de Gandhi, hein, qui était le guerrier de la paix, etc. Marshall Rosenberg a théorisé, conceptualisé notre rapport au monde à travers la communication non violente, considérant qu'on a une part de nous
qui est un chacal, selon lui, c'est-à-dire celui qui veut, qui demande, qui est colérique, etc. Et une part de nous qui est bienveillante et qui est en demande de contact avec l'autre, qu'il a symbolisé par une girafe. Donc quand il animait ces séances, il y en a encore sur YouTube, il est décédé depuis longtemps, il avait une peluche en girafe et une peluche en chacal. Et il expliquait pourquoi de temps en temps j'avais un langage chacal, j'accuse l'autre, je me victimise, je ne veux pas faire. Et il disait, mais là vous êtes dans votre mode chacal, qui fait écho aussi, tu sais, à notre cerveau reptilien, nos réactions primaires, etc. Et il disait, il y a un autre monde qui nous attend, c'est le monde de la bienveillance, de se faire confiance, d'oser demander, d'oser dire à l'autre, bah, écoute, quand tu fais ça, moi je me sens comme ça. Et tout ce dialogue-là, tout ce qu'il a instauré comme étant la communication non violente, il l'a illustré par une girafe. Et en fait, sans m'en rendre compte forcément, moi je l'ai intégré. Alors je me suis dit, comment est-ce que je peux expliquer aux gens ce que j'attends d'eux et l'état d'esprit dans lequel je souhaite qu'on travaille. Des fois, une image vaut 1000 mots. Et je me dis, mais en fait, c'est tout bête. Hein, je vais m'acheter une première peluche de girafe. Donc, j'en ai toujours une dans mon sac à main. Je t'assure, j'en ai une là. J'en ai de plusieurs tailles. Alors, elles font des têtes différentes en fonction de ce que je veux exprimer. Et là encore, pour moi, c'était intéressant de l'utiliser parce que quand l'attention est portée sur la peluche, hein, mais qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Elle vient avec une peluche. Ils sont moins centrés sur l'observation de l'autre en disant, ah ouais, il y a machin qui est venu. Ah bah, heureusement, parce que son service, c'est quand même chez eux que ça fait. En fait, ça instaure quelque chose. Et donc, j'ai gardé ça et l'habitude, et j'en ai plusieurs, et elles ont chacune une fonction. Derrière ça, on fait du travail très profond, et ils comprennent très vite que ça va être sérieux ce qu'on va faire ensemble. Et de passer par ce biais-là, en tout cas, pour moi, ça crée quelque chose de singulier. Et à la fin, quand on leur demande qu'est-ce que vous avez retenu, enfin, ils m'envoient tous des photos de girafes, quoi. Parce qu'ils ont compris ce que ça voulait dire. Et donc, pour moi, voilà, c'est devenu un peu mon animal totem, finalement. Il y a un jeu de cartes que j'utilise à la fin des sessions de coaching collectif. C'est un jeu qui s'appelle Totem d'ailleurs, hein, où chacun est amené à choisir un animal totem à offrir à un autre participant. J'aime beaucoup ce moment parce que ça oblige les gens à offrir et puis à recevoir. Et donc tu reçois un animal, alors qui n'est pas stigmatisant, hein, c'est des animaux plutôt cool, etc. etc. Mais j'adore cet exercice-là. Et forcément, alors moi, il me renvoie la girafe. Hein. Et dans le carte totem, tu as une girafe. Et je trouve que c'est intéressant de se dire, ben voilà, en fait, j'associe un animal à ce que je suis moi fondamentalement. Voilà, ça fait de la métaphore. Enfin. Quels sont d'après toi les plus grands mots MAUX de l'entreprise? Là, on parlait du silo. Il y a deux choses. Je pense qu'il y a au moins deux mots MAUX. Il y a le rapport au temps. C'est pas la même chose que le manque de temps. Pour moi, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui vous disent aujourd'hui, on est débordé. Bon, voilà, on a fini par développer tous un mode de fonctionnement où on a admis que on est sous l'eau, on est débordé. Alors les mots pour expliquer pourquoi est-ce qu'on n'a pas le temps, on a développé un vocabulaire de fou et d'expressions qui font partie du langage aujourd'hui. Bon, ok, donc ça c'est pour moi le premier mot MAUX, c'est notre rapport au temps. T'as un exemple d'expression? Être sous l'eau, moi ça me fait rire. Il n'y a pas très longtemps que j'entends je suis sous l'eau. Et on le dit avec un peu de fierté en même temps. Oui. C'est bon signe, c'est que je suis bien. Ben non, c'est que tu es mal organisé, c'est pas bon signe. Pour moi, c'est pas un bon signe parce que ça va être un signe de souffrance dans pas longtemps. Donc voilà, c'est pas intéressant. Donc notre rapport au temps et en effet la difficulté à communiquer. Et dans communiquer, c'est être en relation et faire circuler l'information. Là, quand on a mélangé tout ça, on a un bon lit là de problématiques à venir. Hein. Alors même qu'on n'a jamais eu autant d'outils pour nous permettre de gagner du temps. On n'a jamais été aussi bien équipés pour gagner du temps, hein, sans aller jusqu'à l'IA. Mais je veux dire, nos boîtes mail, théoriquement, elles étaient faites pour nous gagner du temps. Ce sont des aides au développement professionnel, normalement. Bon, voilà. Donc, dans les pratiques des entreprises, aujourd'hui, on a mal accompagné toute cette évolution. Et de fait, chacun se noie. Et là, d'où l'expression sous l'eau, chacun se noie dans les multicanaux de communication, mais qui ne sont pas efficaces et qui donnent en plus l'impression d'être isolé, de ne pas être compris, de ne pas être entendu, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose, vraiment, pour moi. Et là, il y a déjà bien du boulot à faire. Quand tu découvres un groupe, tu arrives avec l'expérience à sentir si ça va aller vite ou s'il va falloir que tu travailles plus pour le déclic? Oui, je crois que... Je reviens à mon côté berger. Oui. Alors, y a toujours, c'est toujours une page blanche. Hein. C'est là où l'expérience, elle pèse son poids, mais c'est toujours une page blanche. Voilà. Donc, je peux pas
je suis pas magicienne du tout, hein, je peux pas du tout. J'ai une impression. Je me dis tiens, voilà, ça va fonctionner. Il y a une dynamique là, il y a une réticence là, ok. En faisant comme ça, je pense qu'on va arriver à ce que ça fonctionne bien. Mon rôle à moi, c'est qu'ils adhèrent rapidement à ce que je leur propose. Voilà, il y a quand même une notion d'obtenir des résultats assez rapidement, parce que encore une fois, j'arrive tard dans le processus problématique. J'arrive tard. Donc pour moi, il y a aussi cette notion-là de produire des résultats visibles. Il y a quelques fois où tu es arrivé trop tard. Oui, Ouais. bien sûr. Il y a des fois, on se dit les habitudes sont tellement ancrées qu'on arrive trop tard dans les processus de changement. Et dans ce cas, moi, je suis très transparente avec l'entreprise. Quand on mène ce projet de réflexion, est-ce que le coaching peut vous apporter quelque chose ? Quand je fais le constat que les habitudes seront trop difficiles à changer, la résistance au changement, tu vois, et on est en haut de la courbe et on n'a pas les ingrédients, on n'a pas les éléments pour. Ça m'arrive de dire à l'entreprise, là, sauf à sortir une baguette magique, c'est pas le processus qui fonctionnera. Soit on démantèle tout et on reprend, c'est-à-dire que on revoit la stratégie managériale, on revoit la stratégie de développement, on revoit les échéances. Et là, on peut commencer à travailler ensemble. Mais là, si on est sur allez, on fait 4 séances et on travaille 1 mois ensemble, j'ai pas de baguette magique. J'ai des girafes en plus, c'est déjà pas mal, mais j'ai pas de baguette magique. Hein. Donc oui, ça arrive. Alors ça m'attriste parce que ça peut s'anticiper. Mais encore une fois, c'est à moi et à nous, coachs, de faire un petit peu plus de pédagogie, peut-être sur savoir à quoi ça peut servir. On parle souvent du décalage public-privé. Tu l'as constaté, toi ? Ah oui, oui, de façon très probante. Ce sont 2 univers différents, avec des valeurs différentes, avec un rapport à l'entreprise d'un côté et au service de l'autre. J'ai eu un contrat assez long avec une structure publique sur justement l'accompagnement au changement des cadres de service. Tu vois, voilà. Donc on a travaillé sur cette notion. Moi, j'avais sans arrêt dans mes mots performance, etc. Et très vite, ils m'ont dit, mais en fait, Agnès, ça ne fait pas partie de notre monde. Et j'ai dû, moi, m'adapter à recalibrer leurs besoins, leur façon de fonctionner. Et on est sur un tout autre rapport à ce que l'on attend. C'est-à-dire qu'on ne produit pas. On produit pas. Là, dans ce contrat-là, moi, je me souviens que c'était plutôt prendre du temps, mener des réflexions, avant de prendre des décisions. La chaîne de décision est très longue. Et il y a moins ce sentiment d'urgence, alors qu'en entreprise, on a une pression du client. Alors le client avec un C majuscule, parce qu'on est tous le client, hein, voilà. Et puis toutes les entreprises, quel que soit leur domaine d'activité, répondent à un client. Dans le service public, moi, j'ai pas senti ça. On est sur une démarche qui est différente, vraiment. Quel est ton meilleur souvenir ? Mon meilleur souvenir, alors je pense que ça va être un souvenir collectif, parce que définitivement, je pense que j'adore travailler en groupe. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Oui, si j'en ai un. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais c'est celui qui me vient. Un team building. Voilà, on avait organisé un team building dans l'Inde, d'ailleurs, dans le sud du département, où j'avais fait des équipes pour que les gens créaient des poèmes, voilà, pour essayer voilà, ils avaient des mots-clés, je les avais embêtés en disant, voilà, vous avez des mots-clés, vous devez faire ça. Et je me souviens qu'ils s'étaient tous mis dehors, alors que, bon, comment dire, le jeu en soi n'était pas... ça ne demandait pas un effort, mais c'était un temps récréatif. Et j'avais adoré. Ils s'étaient emparés du sujet de façon extrêmement créative. Ils s'étaient surinvestis sur le sujet. Et quand chacun avait partagé le poème qu'ils avaient écrit ensemble, je me rappelle l'émotion que ça avait suscité chez les autres en se disant « Waouh, mais... » Moi, je leur en demandais pas tant. C'était vraiment un exercice entre des exercices. C'était un petit moment vraiment sans attente. C'était histoire de leur donner un petit peu de temps pour souffler. Voilà, je leur demandais pas de s'impliquer autant. Mais ils s'étaient hyper emparés du sujet. Ils avaient des mises en scène, etc. Mais c'était incroyable. Et ça leur avait énormément plu. J'avais aimé qu'ils s'approprient. Tu vois, on arrive, on propose des choses et après, voilà. Et j'avais adoré le fait qu'ils s'en soient emparés comme ça et d'avoir fait plus que ce que je demandais et ce que ça avait suscité chez les autres. Et j'avais trouvé ça super chouette. C'était un très, très bon souvenir pour moi. C'était un bon moment. Ouais. Je suis toujours étonné en entreprise que des gens qui travaillent 8 heures par jour ensemble ne se connaissent pas bien, en fait. Bien sûr que non. Ils ne se connaissent pas parce qu'on est d'abord, dans une posture professionnelle
pour moi, des fois les gens me disent oui, mais tu sais, moi dans la vie je suis pas comme ça, mais on n'a qu'un cerveau, hein. Donc alors oui, on est dans une posture professionnelle, il y a l'image qu'on donne de soi, il y a le poste qu'on occupe et qui fait qu'on va adopter des comportements. Voilà, pour moi c'est revenir aussi à l'authenticité. C'est aussi important et c'est ce que je cherche à obtenir pour moi, c'est de l'authenticité, parce que nos ressources, elles sont dans notre authenticité, elles ne sont pas dans des postures qu'on prend. Et je trouve ça chouette le moment où en entreprise, les gens se découvrent. Alors, j'ai pas dit se dévoilent, hein, j'ai dit se découvrent. Et justement, cette frontière-là, moi, je veille à ce qu'on n'aille jamais dans l'intime, mais dans le personnel, tu vois, c'est aussi ça. Et c'est des moments forts pour les gens, c'est hyper impactant émotionnellement. Et parfois, ça donne des clés de compréhension de l'autre aussi. De se dire, ah, mais je comprends mieux maintenant, pourquoi ? Et quand tu dis ça, tu dis que c'est gagné, parce qu'on est dans l'écoute de l'autre, on est dans la compréhension, et ça y est, maintenant on peut travailler ensemble. Maintenant que tu sais mieux qui je suis, pourquoi je fais ça, bah ok, donc maintenant on peut créer un pont et on peut essayer de bosser ensemble, quoi. C'est effrayant de voir à quel point on a quand même beaucoup plus de collections d'individus que d'équipes, en fait. Moi, souvent, le constat, je fais ça, vous avez une collection d'individus, vous n'avez pas une équipe. Créez l'équipe, créez la synergie, et elle vivra à un temps donné, cette équipe-là. Tu me disais qu'aujourd'hui, tu avais des fonctions de manager. Il y a un moment donné, il y a l'instant de grâce où ça y est, ils se connaissent, ils sont mobilisés, on est focus sur un objectif commun, mais c'est une courbe, hein. Donc il y a un moment, il y a quelque chose d'autre qui va se produire. Donc en tant que manager, on doit toujours reconsidérer ça. Et la vie de l'entreprise, c'est en changement tout le temps. Il y a des changements tout le temps. Et c'est cet équilibre-là à trouver. Alors effectivement, c'est périlleux, c'est difficile. Puis même nous, on a plusieurs vies dans une vie, hein. On n'est pas toujours le même, hein. Qu'est-ce qui a changé entre ta façon d'aborder le job au départ, quand tu as commencé, et maintenant ? Bonne question. D'abord, l'entreprise a changé. Moi, ça, je trouve ça formidable. C'est que je pratique plus de la même façon, ça c'est sûr. C'est-à-dire quand j'ai commencé, donc il y a plus de 20 ans maintenant, mon rôle à moi, c'était de produire des résultats rapides et visibles. Mais parfois au prix d'une certaine durée de vie limitée. Okay, on produisait c'était le coaching, hein, c'était puissant, et donc, mais ça pouvait être éphémère. Et avec l'âge, moi aussi, j'ai acquis de la sagesse, j'espère en tout cas. J'ai un rapport au temps qui a changé, et je vais beaucoup plus... ce qui a changé, c'est qu'on va beaucoup plus en profondeur. Pour moi, le coaching aujourd'hui, c'est adapté aussi à une démarche beaucoup plus systémique, c'est-à-dire de groupe, beaucoup, et encore une fois, en profondeur avec les gens. On est moins avec des outils waouh, même s'ils existent toujours et que moi je les aime toujours autant, hein, mais on les met au moment où on a fait d'abord le travail de fond. Et ça, je trouve que c'est les lettres de noblesse du coaching aujourd'hui, et en tout cas j'espère qu'on va aller vers ça, sur quelque chose d'un petit peu plus abouti. Voilà, et ça pour moi ça a changé, parce que j'arrive pas avec la même lettre de commande pour moi dans une entreprise. Aujourd'hui je peux me permettre de dire à un chef d'entreprise, en fait on va travailler sur un semestre. Oui. Alors qu'au tout début du coaching, c'est un peu comme Bruce Willis qui devait sauver le monde, tu sais. Il vous faut combien ? 2 ans, vous avez 10 minutes. C'était un peu pareil. Moi, je suis pas Bruce Willis, si tu veux, donc ça va bien là-dessus. Et je trouve que j'ai changé aussi dans ma pratique. Ça, je pense que c'est vraiment ce qui a changé fondamentalement. Et ça les étonne quand tu donnes ce temps long ? Je le partage une fois qu'on a mis au clair la problématique. D'accord. Quand on voit la taille de la problématique, ce qui est déjà pour moi un premier axe de réflexion, c'est une bonne analyse de la problématique. Et ton analyse, elle est parfois différente de l'analyse du patron ? Oui, ça arrive souvent. Et pour cause, moi j'ai un vrai rôle de tiers. Ouais. Je ne fais pas partie de cette problématique-là, donc j'ai un regard très distancié, au début en tout cas. Je l'analyse comme une problématique, pas comme des personnes à bouger, pas comme des habitudes, pas comme des contraintes. Alors que eux, très souvent, s'ils n'ont pas trouvé de solution en interne, alors même qu'ils sont experts et qu'il n'y a pas de raison qu'ils les aient pas, ces solutions. Oui. C'est juste un problème, ils ont posé leur regard au mauvais endroit. Ou en tout cas, ils ont pris des contraintes comme étant inhérentes à la problématique. Alors que si on commence à regarder pourquoi c'est une contrainte, elle est durable, elle n'est pas durable, elle est conceptuelle, elle est contextuelle. C'est quoi cette contrainte-là ? Et ça, ce regard-là, ils ne l'ont pas en général, parce qu'ils font partie du schmilblick. C'est la difficulté de faire un pas de côté. Et quand on fait appel à un tiers, c'est justement ce pas de côté. Ma valeur ajoutée, elle est juste là. Si je me mets dans la problématique, je n'ai plus aucune valeur ajoutée. Ils ont autant de compétences que moi. Ce n'est pas un problème de compétences. Il y a des gens que tu as coachés qui ont gardé des contacts avec toi ? Ouais. Oui. C'est drôle, ça ? Oui, c'est drôle. Oui, je reçois des vœux. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Oui, ça me fait toujours plaisir. Ah, oui, parce que c'est intense.
c'est intense, vraiment. Hein, c'est intense, c'est une confiance mutuelle, réciproque. Donc, c'est pas anodin quand même, hein, dans un parcours de vie. Donc, il y a des personnes avec lesquelles, effectivement, j'ai gardé de loin en loin. Mais voilà, à la fin de l'année, pour les vœux, souvent, parce que c'est un peu traditionnel, je suis toujours contente. Je me dis, waouh, c'est bien. Et puis, on a un truc super, ça s'appelle les réseaux sociaux. Ouais. Quand même, où je vois, j'observe, voilà, je me dis, ah tiens, ils font ça, ou il fait ça, ou elle fait ça. Et j'ai un petit coucou de temps en temps en me disant, t'as vu, voilà, j'ai changé de poste, ou ça y est, je m'épanouis là. Ou... Mais ça me fait toujours très plaisir, ça. Super. La société, elle s'appelle Happy Coaching, c'est ça ? Ouais. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas très longtemps que je viens de changer de nom. Pendant très longtemps, mon cabinet a porté mon prénom. Voilà. Je voulais pas d'un nom. Je ne suis pas une structure, je ne suis pas une société, donc je voulais absolument pas avoir recours à un truc alambiqué qui laissait supposer qu'on était 12. Je suis très authentique. Quand je débarque toute seule. Voilà. C'était pour moi, il fallait que ce soit clair pour mes clients aussi. Et quand je suis allée me reformer il y a une dizaine d'années sur du coaching d'entreprise, donc c'était une spécialité que j'ai faite, et de formateur en entreprise, mes collègues de formation à l'époque, je leur disais tout le temps, oui, moi les outils, je les ai faits moi toute seule. Alors j'avais un peu de culpabilité à me dire, oh, mais là je vous fais du Agnès, donc et elle me disait, mais pourquoi est-ce que tu te sens coupable ? Au contraire, c'est vachement bien. Donc elle m'avait fait ce cadeau-là en disant, mon cabinet va s'appeler Agnès Coach en fait, puisque je fais mes outils, mes machins, mes trucs. Mon cabinet portait mon prénom, ce qui me semblait fidèle à ce que j'étais. Et puis là, cette année, j'ai pris un peu de recul et de temps. Et je me suis rendu compte que j'ai développé beaucoup d'outils avec la ludopédagogie notamment. Et tu sais que notre facteur différenciant, c'est quelque chose sur quoi je travaille avec les startups notamment. Hein. Je ne suis pas la seule à être coach, loin de là. Mais encore une fois, il y a autant de coachs qu'il y a d'individus. Et moi, je trouve que ce qui qualifiait mon action et ma façon de travailler, c'était une façon de ne pas se prendre au sérieux. Voilà, plus je deviens sérieuse et plus je me dis mais non, il faut qu'on lâche ça. Et je me suis rendu compte que dans ma façon d'être et ce que les autres me renvoyaient, on disait, ah super, Agnès, elle est là, aujourd'hui ça va être trop cool. Et on me renvoie très souvent ça. Mais je me dis mais ça, il faut que je l'entende aussi. Et puis j'avais envie de changer mon logo, etc. Et donc là, tout à fait récemment, je me dis bon allez, je vais aller au bout de mon délire. Et de fait, je vais garder ça. Donc, maintenant, je suis en train de dire, voilà, c'est du coaching pas comme les autres. Parce qu'en effet, je me rends compte que ça fait partie un peu de l'ADN de ma façon de faire. Et ça m'éclate bien. Et le mot happy, tu penses qu'il n'y a pas assez de joie dans l'entreprise ? Ah oui, clairement. Ouais. Clairement. D'abord, il ne faut pas se mentir, on est quand même dans un climat de morosité. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un climat qui n'a pas été morose, hein, parce que quand on regarde dans le rétro, moi, ma grand-mère, elle a connu de guerre, mes parents ont connu les charrettes. Enfin, tu vois, voilà, je ne sais pas si objectivement c'était mieux avant, ça, j'y crois pas une seule seconde. Mais il y a des attentes. Alors, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est morose ? Ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, le bonheur en entreprise est quelque chose qui correspond à l'attente des générations qui viennent. Que là, c'était pas le cas. Moi, je travaille beaucoup là-dessus et c'est quelque chose qui me parle. Donc, forcément, si tu viens chercher dans ta vie professionnelle du bien-être, voire même du bonheur, et que tu es confronté à des difficultés, des problématiques, tu es sous l'eau, tes machins, tes trucs, c'est un clash, ce qui explique aussi très certainement la difficulté de recrutement et de fidélisation des collaborateurs. Il y a un delta entre ça. Et donc, soit on dit c'est un delta et mon Dieu, c'est horrible, soit on se dit mais non, en fait, c'est juste qu'on n'a pas recentré les choses là où il fallait. On peut remettre du fun dans l'entreprise, on peut s'épanouir au travail, on peut travailler de façon beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus épanouissante, évidemment. Donc pour moi, ça répond à ça. Ça répond à la problématique du moment. Quand on crie au loup, on n'arrive pas à recruter, on n'arrive pas à fidéliser les collaborateurs. Certes. Maintenant, il y a un axe pour que ça se passe mieux. Et c'est cet axe-là, moi, auquel je crois. D'accord. Ok. Agnès, j'ai quelques petites dernières questions. Diantre. Est-ce que tu as un livre à me conseiller ? Ah oui, tout de suite, un livre de Jacques Salomé qui s'appelle « Tais-toi quand tu parles ». Le « tais » s'écrit avec le verbe être. T'-E-S. Toi quand tu parles. Et donc, c'est sûr ? La façon avec laquelle nous nous exprimons révèle complètement qui nous sommes profondément. Et moi, je trouve ça passionnant. C'est un des premiers livres que j'ai lus. Et vraiment, il est encore très éclairant aujourd'hui. D'accord, super, je note. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller ? Moi, je te dirais Le Cercle des poètes disparus. J'ai beaucoup aimé ce film parce qu'il y a tellement de clés dedans que je me dis encore aujourd'hui, en groupe, moi, j'y pense toujours. Tu te retrouves un peu dans ce personnage ? Comment te dire ? C'est le fantasme de se dire qu'à un moment, tu vas réussir à fédérer et que les gens soient autonomes. Tu vois, j'y opposerais le film qui s'appelait La Vague, un film affreux, alors où c'est pareil, tu as un prof qui a des idées néo-nazis
et qui va retourner un peu la tête des élèves et les emmener dans une direction épouvantable. Pour moi, c'est l'antithèse, tu vois. Enfin, c'est le souvenir que j'ai du film, faudrait le revoir. Mais je me souviens que ce film avait fichu la chair de poule en me disant, mon Dieu, quelle horreur, où on était dans l'aliénation. Or, dans Le cercle du poète disparu, je trouvais que ce qui était intéressant, c'est qu'il leur rend leur libre arbitre et leur façon de penser autonome. Moi, je me dis ça, voilà, t'as créé un truc et ils repartent avec ça. Il n'y a pas mieux, hein. Donc un jour, tu peux avoir des gens qui peuvent monter sur la table, comme dans le film. Ouais, bah pourquoi pas. S'ils sentent l'envie de le faire, moi, je suis tout à fait ouverte à ça. Je suis tout à fait. Souvent, je leur dis l'image du coaching ou du coach qu'on a, c'est Anthony Robbins, qui est quand même le champion du monde du coaching pour moi. Enfin, c'est le père du coaching américain. C'est un type qui ressemble à Arnold Schwarzenegger, qui fait 2 mètres, qui est hyper charismatique. Et quand il commence, effectivement, il commence par sauter sur la table en disant, vous pouvez le faire, quoi. Et souvent, je leur dis en rigolant, alors, je ne suis pas Anthony Robbins, je ne vais pas sauter sur la table. Voilà, parce que pour moi, c'est l'image du coaching à l'américaine et en même temps, on est dans ce fantasme-là, mais on n'en demande pas tant. Il y a une particularité d'un coaching français ou européen par rapport aux anglo-saxons ? On a une culture qui est radicalement différente, hein. Les Américains, depuis qu'ils sont tout petits à la maternelle, on leur dit que le monde leur appartient et que tout est possible, hein. Nous, on nous dit fais de ton mieux et travaille, ça ira bien. C'est difficile, hein. Moi, j'ai beaucoup francisé les outils du coaching parce qu'encore une fois, c'est pas la même culture que nous. Donc nous, il faut d'abord qu'on se débatte avec ce côté fais un effort, fais de ton mieux. On a beaucoup d'injonctions, nous, hein, dans notre éducation. Les Américains, c'est pas des injonctions, hein, qu'ils ont depuis qu'ils sont tout petits. C'est tu peux le faire, just do it. Enfin, quand tu regardes les slogans américains, c'est issu de leur culture, c'est pas que du marketing, hein. Alors forcément, on doit franciser tout ça parce que nous, on n'est pas du tout dans cette démarche-là depuis tout petit. D'accord. Dernière question, Agnès. Rituel. Quel est ton endroit préféré dans le Berry ? Ah, ça va être une dualité encore. J'avoue que j'aime beaucoup la Brenne, parce que pour moi, c'est un territoire en soi. Elle a une identité propre, hein, cette région, c'est incroyable. Enfin, vraiment, il y a un calme, il y a une nature qui est préservée. Enfin, vraiment, moi, la Brenne, j'aime beaucoup. C'est singulier, il y a que là qu'on la retrouve. Ouais. Il y a un endroit précis ? Dans la Brenne, alors non. Alors moi, je vais rituellement à la Maison du Parc parce que pour moi, c'est central. Et que je trouve, ne serait-ce que ce lieu et la rénovation qui a été faite, incroyable. On est au milieu de nulle part quand tu vois ce lieu et il y a toujours du monde. Enfin, voilà, pour moi, c'est un peu le point de ralliement en Brenne que j'aime beaucoup. La Maison du Parc, je dirais ça. Et tu disais une dualité ? Oui, parce que j'avais envie de te dire ici, moi, le site Balzan, c'est pour moi, ça. D'abord, je trouve que de refaire. Revivre cet endroit emblématique quand même de Châteauroux et de l'Indre, hein, c'est quand même pas anodin. Moi, c'est une histoire que je connais pas, hein, je suis arrivée très bien après tout ça, mais j'adore l'idée que du renouveau. Voilà, et je trouve que le lieu est très beau, le parc Balzan, je trouve ça très beau. J'adore cet endroit, vraiment. Et puis ça te parle de renouveler, de repartir. Oui, c'est clair. Et sans balayer l'ancien, donc et vraiment, en plus ici, il y a une belle synergie. Enfin. Moi, j'ai rencontré plein de gens passionnants et c'est vraiment un espèce d'écosystème. J'adore le terme écosystème où on se rencontre et on phosphore beaucoup. Et tu vois, c'est encore l'endroit très calme et puis l'endroit où on phosphore. Ouais, très bien. Ouais, ça me va bien ça. Ok, super. Merci beaucoup, Agnès. Je t'en prie. Salut, ciao. Hello, j'espère que cette conversation vous a plu. Je vous invite à découvrir l'univers d'Agnès, très présente sur les réseaux sociaux. Merci à tous les auditeurs qui partagent les posts de Goodberry Podcast. La saison 4 s'achève avec cet épisode et je remercie chaleureusement les 14 invités de cette belle saison. Et je vous donne donc rendez-vous à la rentrée. D'ici là, passez un bel été et restez curieux.